Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 15 février. Au sommaire aujourd'hui, la question suivante, à quoi vont ressembler les banques suisses dans un monde post-Covid? Cyril Favrel, fondé de pouvoir pour la Caisse d'épargne de Nyon, y répond en plateau. En sport, le centre de médecine du sport de l'hôpital de la Tour vient d'ouvrir son antenne à Nyon. Alexandre Caporal fait le point en plateau. En culture, douce musique avec le Conservatoire de l'Ouest vaudois qui nous chante son rapport d'activité 2019-2020. À quoi vont ressembler les banques dans un monde post-Covid? La crise Covid-19 est-elle l'occasion d'accélérer la transformation du secteur bancaire? Analyse du point de vue local avec la Caisse d'épargne de Nyon. Cyril Favrel, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes fondé de pouvoir à la Seine. Alors, quelle incidence a cette crise sur votre banque, de manière générale? De manière générale. Globalement, les affaires en soi, l'activité principale de la banque, à savoir sécuriser l'épargne de la population locale et la reprêter sous forme de crédit hypothécaire, globalement, le Covid n'a pas eu d'impact sur cette activité-là. Au contraire, on constate même un accroissement de la vente et l'achat de biens immobiliers, notamment maisons individuelles. Après, comme tout un chacun, on a subi de plein fouet la première vague mois de mars de l'année dernière, avec la fermeture des écoles, de l'ensemble des commerces et un petit peu d'adaptation en interne, notamment les places de travail, la présence ou non de certains collaborateurs, en parlant de télétravail par exemple. Ouais, le télétravail qui a changé notre manière de fonctionner. À quoi est-ce que vous avez dû faire attention ou changer dans votre mode de fonctionnement ? Alors l'avantage, c'est qu'on est toutes et tous soumis à des scénarios de crise. Donc on doit prévoir comme des alertes incendie. On a aussi une alerte pandémie. Donc ça faisait sourire il y a quelques années, ce scénario de crise. Force est de constater que c'est réel. Donc on était prêt au niveau de l'infrastructure informatique. Donc chaque collaborateur pouvait avoir une connexion à distance. Maintenant, c'est clair qu'il faut être extrêmement vigilant en termes de sécurité informatique. Ouais, forcément, c'est la question, la sécurité bancaire. Là, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Est-ce que vous avez peut-être pu mettre le doigt sur quelque chose à améliorer ou comment ça se passe pour vous? Alors, améliorer peut-être dans la réactivité, la prise de décision, quand on a un responsable crédit qui est à la maison, quand on a le directeur qui est sur place et qui a besoin de compléments, d'une validation d'un collaborateur, peut-être cette réactivité. Maintenant, il faut savoir qu'on a travaillé en 2 équipes, 50% sur place, 50% en télétravail. Voilà. Donc oui, améliorer peut-être juste cette rapidité dans la prise de décision, parce qu'un client, il attend quoi de sa banque? Il attend que ses demandes soient traitées et traitées de la manière la plus rapide. La plus réactive possible. Aujourd'hui, on sait que vos clients sont notamment des habitants de Nyon, du district, des petites PME, des plus grosses, tout ce terreau-là à prendre soin. Quels sont les plus gros besoins de vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors, je dirais qu'il y a eu cette phase de mars, avril, mai, les 2 premiers mois, les premiers mois de confinement. Il a fallu être vraiment proche des PME qui avaient ce besoin de crédit Covid, donc de liquidité qui n'entrait pas à cause que l'activité était au ralenti, voire carrément arrêtée. Donc là, il a fallu vraiment répondre présent pour pouvoir libérer ces liquidités auprès de ces PME. Après, je dirais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est l'argent, il vient d'où? Il vient de la Confédération, sous forme de prêt auprès de la banque de la BNS. Il faut réagir au plus vite. Aujourd'hui, forcément, quand on parle de prêts, c'est aussi des remboursements. Oui. Quelle est la marge de manœuvre qu'aujourd'hui ce terreau local pourra avoir et bénéficier? Alors je dirais, nous on est à l'écoute, on est tout à fait compréhensif. Il y a des demandes de report d'amortissement, il y a eu des demandes de report de paiement d'intérêt. Donc je parle de report, pas de grâce malheureusement, mais en tout cas de permettre à certaines entreprises de faire face notamment au paiement des salaires des employés, au paiement malheureusement de locaux. Certains loyers n'ont pas pu être négociés à la baisse ou n'ont pas pu être négociés, je dirais même, de cessation de paiement de loyer. Donc oui, les PME, les entreprises sont vraiment allées en attente
je dirais, d'un geste de la part des banques. Et ce que la Confédération a aussi souligné, c'est que les banques ont aussi un rôle majeur dans cette pandémie. Oui, une responsabilité sociale aujourd'hui. De quel œil est-ce que vous voyez ce rôle-là? Quel est votre rôle à la Caisse d'épargne de Nyon aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît? Nous, c'était surtout de rassurer notre clientèle. Nous, on a une clientèle, bien sûr, qui est très représentative de la population, que ce soit en âge ou en corps de métier. Mais pour une population un petit peu plus âgée, c'était de rassurer sur le fait que nos locaux ne sont pas fermés, sont accessibles en tout temps comme précédemment. On a constaté que ça rassurait aussi les épargnants. Il n'y a pas eu de fuite massive de capitaux, de retrait d'argent. On n'a pas vu des files d'attente auprès des guichets ou des bancomates. Voilà, donc c'était surtout de rassurer. Et je dirais, dans cette crise-là, les banques n'ont pas été montrées du doigt comme étant les responsables d'une crise économique. Et au contraire, on a souligné que tous les acteurs bancaires ont vraiment joué le jeu d'accompagner leurs clients et de faire des gestes. Ouais, ce qu'on attend au contraire aujourd'hui des banques, c'est qu'elles puissent nous aider très concrètement, c'est qu'elles puissent mettre la main à la poche. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire justement pour les Nyonnais? Alors, nous, par rapport au crédit, faire des reports, ce sera toujours discutable. Baisser des taux ou baisser des amortissements, ça, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a pu faire, c'est de continuer à soutenir les activités, notamment dans la culture ou le sport, qui ont été à l'arrêt, mais auprès desquels on a continué à faire des soutiens sous forme de financement, de sponsoring. Ouais, des soutiens financiers aux acteurs locaux, sportifs et culturels, c'est important. À votre avis, à quoi vont ressembler les banques de demain dans un monde post-Covid? Est-ce que leur rôle va changer? Alors probablement, je dirais qu'on l'a vu avec l'identification à distance. Donc maintenant, les gens n'ont plus forcément besoin de se déplacer au sein d'un établissement bancaire pour ouvrir une nouvelle relation. Les demandes de crédit immobilier, notamment pour des renouvellements, peuvent se faire facilement à distance. Donc c'est un gain de temps, c'est aussi une facilité, une rapidité d'exécution. Et à quoi va ressembler le paysage demain? Je pense que la population a besoin d'avoir différents types d'acteurs financiers. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. On le voit notamment à travers le paiement sans contact avec des nouvelles types de cartes de crédit. Mais je dirais que nous, notre mission première, c'est d'être disponible pour la population, donc nos guicheries. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on sait que la Caisse d'épargne de Nyon a toujours eu ce rapport de proximité avec ses clients, un rapport 1 à 1 presque, et là le fait d'avoir cette distance, ça remet finalement les cartes sur la table. Alors c'est ce qu'on a pu croire au départ, mais en fait on se rend compte que nos clients, et même les nouveaux clients, ont besoin de cette approche, un contact réel et en présentiel. Donc c'est pour ça qu'on a des locaux qui permettent de recevoir des clients en présence. Et je crois que ça rassure aussi les gens quand ils font un achat immobilier qui peut avoir un impact sur la vie familiale et autres. Donc ils ont besoin de ce conseil et de cet accompagnement physique. Heureusement, nous, c'est notre modèle qu'on va certainement poursuivre. Cyril Favrel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Le centre de médecine du sport de l'hôpital Latour s'étend désormais sur la côte. Il vient d'ouvrir une nouvelle antenne juste à côté de l'hôpital de Nyon en partenariat avec le cabinet de physiothérapie Kenzen Centre. Pour en parler en plateau, je reçois Rodolphe Herin qui est directeur général de l'hôpital Latour. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Et en duplex, j'accueille le médecin du sport, docteur Maxime Gros-Claude. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Rodolphe, je vais vous poser la première question, très simple. Pourquoi ouvrir une antenne à Nyon pour le centre médical du sport de la Tour? Alors, c'est un beau projet, c'est vrai, qui me tient beaucoup à cœur. L'hôpital de la Tour est connu depuis longtemps pour tout ce qui tourne autour de la médecine du mouvement, médecine du sport. Et on avait constaté que finalement, beaucoup de nos patients choisissaient de faire un peu le voyage pour venir consulter à Meyrin, là où nous avons notre campus principal. Et donc, on a voulu se rapprocher des patients de la côte. Et c'est ce qui nous a motivés à finalement avoir un nouveau site
d'accès à cette compétence médicale qui jusqu'aujourd'hui n'était qu'à Meyrin sur notre campus principal. Maxime, vous aussi, vous avez constaté en tant que médecin du sport à l'hôpital Latour qu'il y avait beaucoup de patients qui venaient de la côte, de la région de Nyon notamment, que c'était une région particulièrement sportive? Oui, exactement. Alors, comme l'a dit Rodolphe, c'est un bassin de population qui est plutôt jeune, active, qui pratique beaucoup de sport. Il y a beaucoup de sports, que ce soit du sport professionnel ou bien du sport amateur qui se déroule sur la région de la côte. On pense au triathlon de Nyon, par exemple, on pense au BBC Nyon. Et c'est vrai qu'on avait assez envie de répondre à cette demande-là. Comme le disait Rodolphe Feurin, on a pas simplement de patients qui viennent de la côte et puis qui doivent faire le trajet jusqu'à Meyrin. Certains ne le faisaient pas, en tout cas des échos de certains médecins traitants de la région nous disaient que finalement c'était bien d'avoir un centre à Meyrin, mais que souvent les patients avaient de la peine à faire le déplacement. Puis finalement on a pris un peu le problème inverse en proposant nos compétences à Nyon. Qu'est-ce que justement l'hôpital Latour et son centre médical du sport peut apporter de plus en fait à ce qui existe déjà à Nyon avec l'hôpital de Nyon ou comme on l'a dit, Kenzen Centre? Alors c'est vrai, comme je le disais, cette compétence autour du mouvement à Meyrin, sur notre campus principal, avec voilà, les médecins du sport spécialisés, aussi les orthopédistes qui sont tous spécialisés par articulation, même la radiologie spécialisée dans l'ostéo-articulaire, toute l'équipe de physiothérapeutes, finalement, a tout créé un écosystème de compétences très fortes et voilà, qui était d'abord mis en valeur aussi par les personnes qui faisaient le trajet. Et finalement, je pense que ça vient compléter très très bien l'offre de la côte. Et le but aussi, finalement, de cette nouvelle implantation, quelque part, c'est de coopérer avec les acteurs de la santé déjà présents sur la côte pour qu'il puisse y avoir vraiment cette offre, je dirais, complétée pour les personnes qui habitent dans la région. Maxime Gros-Claude, quelles sont justement ces spécificités, on va dire, du centre médical de l'hôpital Latour? Quelles sont ces particularités si chères qui peuvent justement apporter quelque chose à cette région de Nyon? On a ici à Meyrin un centre de médecine du sport qui a été fondé par les docteurs Finn et Perbeau-Mahler il y a plus de 20 ans en arrière. C'est un centre que j'ai rejoint moi en 2012 et puis quand je voyais l'expertise qu'on avait ici, je trouvais dommage qu'elle reste limitée à Meyrin et puis à la région genevoise finalement. Et moi-même habitant sur la côte, je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de pouvoir donner cette offre à la population de la côte. Donc c'était parti de cette idée-là. Nos spécificités de médecine du sport, c'est qu'on touche évidemment le sportif professionnel, mais aussi beaucoup le sportif amateur, récréatif. C'est quelle proportion à peu près, justement, Maxime, entre les amateurs et les professionnels? Pardon, j'ai pas bien compris votre quelle question. Proportion entre les professionnels et les amateurs, vous diriez à peu près? C'est difficile à dire, mais je pense qu'on probablement qu'on s'occupe à peu près à 20% de sportifs professionnels et à 80% de sportifs amateurs. On a différents acteurs ici, différents docteurs. Il y a des docteurs qui s'occupent du football club de Servette, on a des docteurs qui s'occupent du BBC Nyon, on a des docteurs qui s'occupent des Lions de Genève au basket. Moi-même, je suis médecin à Suisse-Ski, donc ça c'est pour notre partie vraiment très pointue de la médecine du sport. Et puis après, on a tous les patients qui se blessent par leur pratique sportive. J'ai envie de dire quelque part que chaque sportif qui est assez engagé, il est professionnel dans le sport qu'il a envie de faire, même quand il est amateur. Et puis on répond un peu aux blessures qu'il peut contracter, que ce soit des lésions traumatiques par accident ou bien des blessures de surcharge par une adaptation de l'entraînement qui est peut-être pas optimale. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose auquel on répond, c'est la volonté des patients peut-être un petit peu plus âgés qui ont envie de se remettre en mouvement et on les accompagne dans cette demande-là. Alors on comprend bien tout le type de patients, on va dire, qui sont traités par ce centre de médecine du sport. Rodolphe Feurin, qu'est-ce que ça implique d'ouvrir justement cette antenne à Nyon en termes d'emploi, en termes d'emploi du temps aussi des médecins? Racontez-nous en termes d'organisation comment ça va se passer. Alors, en termes d'organisation, je crois que ce qui est très important pour moi, et je crois pour tous les médecins aussi, l'équipe de Latour, c'était finalement de ne pas créer une équipe séparée.
Ce qu'on a vraiment voulu faire là, c'est d'agrandir finalement l'équipe qui existe à la Tour. C'est pour ça que dans ce centre de médecine du sport à Nyon, il y aura des médecins comme Maxime Gros-Claude qui exercent finalement sur notre campus principal et qui vont être présents à Nyon 1 journée, 2 journées par semaine, mais qui continuent finalement à faire partie de cet écosystème, comme j'aime bien l'appeler, où sur notre campus principal, finalement, tous ces acteurs du mouvement coopèrent au bénéfice du patient, que ce soit la physiothérapie, la médecine du sport, la physiothérapie ou la radiologie. Donc ça ne veut pas dire que Maxime va devoir se dédoubler, mais simplement que les patients qui viennent justement du canton de Vaud, de la région de la Côte, eh bien, au lieu de les recevoir à Meyrin, on pourra les recevoir à Nyon. Absolument, c'est tout à fait ça. Très bien, je vous remercie beaucoup Rodolphe Rhin. On rappelle que vous êtes directeur général de l'hôpital La Tour. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et puis Maxime Gros-Claude aussi, je vous remercie. Vous êtes donc docteur et puis spécialiste en médecine du sport. Merci et à très bientôt. Merci à vous, merci. Retour sur les activités artistiques et pédagogiques du COV. L'année 2019-2020 a enregistré de belles notes pour le Conservatoire de l'Ouest vaudois. On en parle avec nos 2 invités. Marie-Hélène Piotet, directrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Bieler, président du conseil de fondation du COV, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel bilan pour l'année académique 2019-2020 ? Eh bien, le bilan est positif. On est étonné d'avoir réussi à garder nos élèves, tout d'abord, et d'avoir pu donner un enseignement de qualité à distance pendant 3 à 4 mois. Vous savez que notre dernier trimestre académique a été fortement impacté par le coronavirus. On n'a pas eu de perte d'élèves, on n'a pas eu de perte de motivation, bien au contraire, les professeurs ont donné d'eux-mêmes et se sont beaucoup engagés pour garder le contact avec les élèves. Les élèves ont apprécié de jouer aussi à la maison, devant leurs parents, d'avoir une leçon à domicile, si vous voulez. Et je crois que malheureusement, ce qui nous a manqué, c'est les prestations artistiques, c'est-à-dire les manifestations et les concerts. On va en parler peut-être d'ici quelques instants. Marie-Hélène Piotet, cet enseignement à distance, si vous pouviez en faire le bilan, qu'est-ce que ça a changé dans le fonctionnement du COV ? Cela a permis finalement de découvrir des outils technologiques nouveaux que l'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, que l'on pourrait imaginer utiliser en appoint ces prochaines années, c'est-à-dire mettre sur pied naturellement de l'enseignement présentiel qui reste quand même l'enseignement qu'il faut privilégier parce que le contact humain et le fait d'être près du professeur ou de l'élève est irremplaçable. Mais des nouveaux outils technologiques nous permettent en fait de nous réinventer au niveau de la technique, nous réinventer aussi au niveau de l'approche artistique. Et au fond, ça pourrait être des moyens en fait, qui viennent compléter l'enseignement que l'on a toujours pratiqué. Ouais. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur ce rapport. Lorsque on le découvre, on peut lire que notamment le point positif, c'est la gratuité pour la musique d'ensemble, qui a notamment permis une progression de 3% de vos activités et de 6% pour les activités collectives. Comment l'analyser, Éric Bieler ? Alors ça, c'est une décision du conseil de fondation qui a été prise il y a 3 ans, d'offrir la gratuité pour la musique d'ensemble. Évidemment, il faut aussi le financer et nous avons des partenaires, des sponsors et des donateurs qui financent ce genre d'activité. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'il faut un petit peu qu'on se profile ou qu'on se distingue de l'enseignement de la musique qui sont faits par des particuliers à domicile. Si vous êtes élève au COV, vous avez la possibilité de participer gratuitement à la musique d'ensemble, ce que ne peut pas offrir un professeur à domicile. Alors certes, nos cours sont un peu plus chers, mais on a cette offre-là à donner. Les élèves, les musiciens aiment aussi se produire, non seulement en ensemble, mais se produire en public. Ouais, et est-ce que cette gratuité est aujourd'hui remise en question due à la situation économique ? Alors actuellement, elle n'est pas remise en question. Elle pourrait l'être une fois, mais non, on va continuer à offrir ça à nos élèves. C'est vraiment un plus qu'on a au conservatoire. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles qui le font. En tout cas, nous, on le fait. Alors aujourd'hui, vous pouvez de nouveau donner vos cours en présentiel. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui a été mis en place, Marie-Hélène Piotet ? Alors on a la chance d'être assimilés en fait, à l'enseignement obligatoire. Donc ça nous a permis en tout cas de garantir l'enseignement présentiel individuel
On a dû faire quelques réaménagements, c'est surtout en fonction des âges des élèves que l'on doit faire des aménagements, mais au fond, tout ce qui est lié à l'enseignement obligatoire qui va jusqu'à 12, voire 16 ans, ne pose pas de problème. C'est à partir de l'âge adolescent, 16 ans, qu'on considère en fait que les élèves peuvent avoir vraiment un impact plus fort sur la dissémination du virus, que l'on a dû prendre des mesures, donc certaines activités comme les grands ensembles, où la chorale ont dû être interrompues et suspendues pour éviter justement de se retrouver avec des cas peut-être de contamination qu'on n'a pas eu. On n'a eu aucun cas de contamination d'ailleurs au conservatoire, on en était très heureux. Ça nous a évité une quarantaine peut-être forcée. Et ça veut dire que les mesures que l'on a mises en place ont été bien respectées de la part des professeurs, mais aussi de la part des élèves et de leurs parents, et bien respectées. J'imagine une certaine rigueur aussi qui est acquise au COV grâce à vos enseignements. Derrière moi, des images du concert à Tannay. Aujourd'hui, on sait que, enfin, pour vous, tout du long, ça a été important justement de pouvoir vous représenter, de vous mettre en avant devant un public. Le fait de ne plus avoir ces événements, ces concerts, qu'est-ce que ça représente ou enlève au COV? Alors d'abord, je vois ces images avec une certaine émotion, parce que c'est des images que j'aimerais pouvoir revivre, enfin des moments d'émotion que j'aimerais revivre. Pour les élèves qui participent à ce genre d'événement, il y a forcément quelque chose de très nourrissant. Et on constate que les élèves, quand ils font justement des activités de musique d'ensemble, ils sont toujours plus investis parce qu'ils découvrent le plaisir d'être en groupe, de faire de la musique ensemble et de partager. Et ça leur donne vraiment une forme de volonté après de vouloir continuer à améliorer leur instrument en individuel pour être encore meilleurs lorsqu'ils sont dans le groupe. Donc j'espère qu'on va pouvoir réinitialiser très très bientôt, dès que l'État nous donnera en fait l'autorisation, même avec une jauge de public réduite, des activités. Ce que l'on fait encore, c'est des répétitions à huis clos, des classes d'instruments, une sorte d'auditions qui sont à huis clos. On a acquis une caméra professionnelle et on peut filmer en fait ces activités. On a toujours le plaisir d'envoyer après le résultat aux parents qui sont contents de voir que leur enfant n'a pas démérité, bien au contraire, pendant cette période. Et aussi un avantage de pouvoir se voir et revoir, aussi d'analyser, j'imagine, le geste en musique, ça c'est quelque chose d'important. On peut lire également, si on s'intéresse aux perspectives d'avenir, Éric Bieler, que là vous vous remettez notamment en question, vous questionnez la mission, les valeurs, les enjeux du COV. Quelles sont les questions que vous vous posez pour l'avenir ? Alors tous les 4 ans ou 5 ans, le Conseil de fondation fait un espèce de programme de législature, comme disent les politiciens. Et l'année passée, on a dû un petit peu se contenter de gérer le quotidien avec la crise. Donc on a mis un petit peu de côté les perspectives d'avenir. C'est clair que l'attente des jeunes change un petit peu. La concurrence est très grande. L'attitude des jeunes aussi, ils veulent un petit peu tout et tout de suite. Et nous devons un petit peu adapter notre offre à la demande, sans pour autant pénaliser la qualité, bien entendu, puisque vous savez que nous sommes une école FEM. Et la FEM, non seulement nous distribue de l'argent, mais vérifie également la qualité. Et il y a des exigences quant au diplôme, quant au cursus. Alors oui, on va un petit peu essayer de voir si on arrive à trouver des offres attrayantes pour maintenir notre croissance, qui est petite, 4-5% par année, mais elle est continuelle. Ouais, alors on peut lire justement qu'un enfant sur 3 suit un enseignement musical extrascolaire. Marie-Hélène Piautet, à quoi va ressembler la musique d'avenir, c'est le cas de le dire? Alors, on va essayer de proposer des activités qui sont peut-être plus en phase avec justement les développements peut-être technologiques qui sont à disposition des enfants. On a envie d'offrir de la musique assistée par ordinateur pour les adolescents, par exemple, pour qu'ils apprennent à utiliser ces outils-là, qui leur permettent de peut-être créer leur premier morceau, bien d'entendre un morceau qu'ils font différemment. Donc ça, on va mettre sur pied. On va mettre sur pied aussi un atelier chanson qui va s'appeler Art Show, pour que les élèves puissent se confronter aussi plus à l'idée du spectacle, toujours sous forme de projet avec une thématique qui serait choisie d'ailleurs par les jeunes en accord avec le professeur qui va les faire travailler. On a un parcours découverte qui a commencé cette année à Nyon avec pas mal de succès. Les enfants ont la possibilité de passer toutes les 6 semaines à la découverte d'un autre instrument, ce qui les conforte après dans le choix qu'ils vont faire. C'est mieux qu'ils fassent peut-être cette démarche-là plutôt qu'une démarche « j'ai pas envie, je commence un instrument mais je ne sais pas ». Est-ce que c'est aussi, selon vous, une évolution du genre de la musique classique ?
Alors on est obligé de se retrousser un peu les manches puis de chercher des nouvelles pistes parce que c'est vrai qu'on ne veut pas que la musique classique ait finalement une image un peu dépassée et ancienne. Non, la musique classique finalement elle se développe, elle continue à se développer, elle continue à se développer avec tous les moyens que l'on a actuellement. Et puis, la dernière chose qu'on peut dire, c'est que de se retrouver confronté à cette pandémie, ça nous donne aussi des pistes pour faire des portes ouvertes peut-être virtuelles, avec des liens où les gens peuvent entrer en contact. On peut aussi finalement avoir d'autres contacts que ce contact simplement frontal que l'on avait développé tout au long de ces années. Et ça donne peut-être aussi plus de liberté aux parents, parce qu'ils ont moins la liberté, la contrainte de l'horaire, mais plus peut-être la possibilité d'avoir un accès plus grand. Un moment privilégié. Un moment privilégié, exactement. Marie-Hélène Piotet, Éric Bieler, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, merci à pour vous l'invitation. aussi. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 15 février. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.